Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce troisième webinaire. C'est le dernier webinaire relatif à l'application de la méta-analyse en sciences de gestion. J'espère que vous allez bien. Donc, je commence directement, j'entre directement dans le vif du sujet. Comme d'habitude, je vais présenter pendant peu près 30 minutes. Et puis, nous ouvrons le champ de discussion s'il y a des questions, des interrogations. Je commence par un petit rappel de ce qu'on a vu dans le premier et le deuxième webinaire. En bref, nous avons commencé par savoir qu'est-ce que signifie la méta-analyse, le champ d'application de la méta-analyse en tant que démarche qui sert à rédiger, synthétiser l'ensemble des études et l'ensemble des résultats contradictoires. Nous avons vu la chose la plus importante dans la méta-analyse, c'est son principe ou bien son hypothèse de base qui consiste à dire ou bien à considérer que l'importance du lien qui existe entre une variable A et une variable B est une constante. Donc, la corrélation et l'influence qui existe entre deux éléments, c'est une constante, c'est une réalité qui ne change pas. Du coup, les résultats issus des études contradictoires et les controverses de ces résultats sont expliqués par des erreurs commises par les chercheurs. Ce sont des erreurs d'échantillonnage et des erreurs de mesure. Donc, il est très important de retenir ce principe et cette hypothèse de base pour aller plus loin dans la méta-analyse. Puis, dans le deuxième webinaire, nous avons vu comment estimer et comment calculer une grandeur d'effet. Donc, à ce stade, nous disposons d'un certain nombre d'indicateurs. Nous disposons de ce qu'on appelle l'indice d'association. Dans le cas des études de type expérimental, c'est le J de Hodge, ou bien nous disposons de différents coefficients de corrélation partielle dans le cas des recherches de type corrélationnel. Nous avons vu également comment agréger ces coefficients pour obtenir une grandeur d'effet. La grandeur d'effet en réalité, c'est la moyenne des R. Donc, c'est le R bar dans le cas des études de type corrélationnel. Donc, à ce stade, nous disposons de cette grandeur d'effet. Nous disposons de cette grandeur d'effet qui nous indique la tendance centrale des études. Est-ce qu'il y a un effet positif dans la majorité des études ou bien il y a un effet négatif? Alors, pour juger l'exactitude de cet effet, est-ce qu'il est positif ou bien il est négatif? Est-ce qu'il est réel ou bien il y a une autre interprétation? Nous avons besoin d'appliquer ce qu'on appelle les tests d'homogénéité ou bien les tests d'hétérogénéité. On parle indifféremment de, de ces tests. On dit test d'homogénéité ou test d'hétérogénéité pour savoir est-ce que les études sont homogènes entre elles, est-ce que les résultats sont homogènes entre elles, c'est-à-dire on cherche à expliquer les contradictions et les controverses entre les résultats obtenus. Alors, qu'est-ce que signifie cette homogénéité? Qu'est-ce que signifie que les études sont homogènes? C'est-à-dire qu'il y a une erreur qui a été corrigée par la méta-analyse. Si les résultats obtenus indiquent indiquent ou bien disent qu'il y a une homogénéité, c'est-à-dire qu'il y avait des erreurs dans les études. Et ces erreurs ont été corrigées par le calcul de la grandeur d'effet, ont été corrigées par la méta-analyse
et nous avons réussi à obtenir un indicateur de tendance centrale. Dans le cas contraire, cela signifie qu'il y a, c'est-à-dire lorsque les résultats obtenus indiquent qu'il y a une hétérogénéité entre les études, ceci veut dire qu'il y a un certain nombre de caractéristiques intrinsèques aux études, c'est-à-dire qu'il faut approfondir la recherche et chercher ces causes et les sources de ces contradictions. Alors, pour appliquer ce test d'homogénéité ou bien le test d'hétérogénéité, nous avons plusieurs méthodes. Nous avons plusieurs méthodes qui nous permettent de calculer, d'appliquer ce test. Donc, généralement, dans la méta-analyse, il y a trois méthodes, trois procédures qui abordent le problème d'hétérogénéité de manière différente. Nous avons la méthode ou bien la méthodologie préconisée par Ricci et Olkin. Nous avons une méthodologie de Hunter, Schmid et Jackson. Nous avons une troisième méthode qui est celle de Rosenthal et Rubin. Cette méthode de Rosenthal et Rubin est relativement proche de la méthode de Ricci et Olkin. Pour notre présentation, nous allons se limiter à la présentation d'une seule méthode, c'est la méthode de Ricci et Olkin, pour plusieurs raisons. Étant donné premièrement que la méthode de Rosenthal et Rubin, comme nous venons de dire, est relativement proche de celle-ci, et parce que la procédure de Hunter, Schmid et Jackson, elle n'utilise pas forcément les tests statistiques d'homogénéité des effets et n'est pas suffisante pour tester l'homogénéité des études de petits échantillons. Donc, c'est pour cela on va se limiter à la présentation de la démarche de Ricci et Olkin. Donc, Ricci et Olkin, ils nous ont proposé un test d'homogénéité des grandeurs d'effets afin de répondre à la question fondamentale que nous avons posée dès le début de cette série de webinaires, c'est le fait de chercher si la variation des grandeurs de l'effet est réellement due à des variables modératrices ou simplement à des erreurs d'échantillonnage. C'est-à-dire, il nous permet de savoir est-ce que les contradictions et les controverses des résultats sont issues des erreurs ou bien sont issues réellement des caractéristiques intrinsèques des études. Donc, l'homogénéité totale des études est vérifiée en réalisant un test de Cochran. La procédure de Ricci et Olkin se base sur ce test de Cochran, ce test qui permet de tester l'hypothèse nulle. L'hypothèse nulle, c'est l'hypothèse selon laquelle toutes les grandeurs des faits sont égales. Donc, c'est un test qui est simple. Nous avons le Q, c'est le test de Cochran. Nous avons l'oméga, c'est l'inverse de la variance. La variance, c'est simple à calculer. C'est la moyenne des carrés des écarts. Donc, c'est simple. Et nous avons DI, c'est simple. DI, c'est la grandeur de l'effet de l'étude. Et DT, c'est l'estimation de la grandeur de l'effet dans la population. Pour ne pas se perdre dans ces terminologies, DI, tout simplement, c'est le R de chaque étude. Donc, le R, R1, R2, R3, R4, jusqu'à N observations ou bien à N études. Donc, c'est le coefficient de corrélation partielle. Et DT, c'est tout simplement le R bar, c'est la moyenne des R que nous avons calculé là. Voilà, c'est le DI de chaque étude. Et DT, c'est le R bar.
C'est pour ne pas se perdre dans ces terminologies. Parfois, on utilise R, parfois J, parfois Q, le Q de Cochran. Donc, c'est simple à retenir. C'est quoi la règle de décision? C'est-à-dire comment on va interpréter le résultat de ce test? Comment, on va considérer qu'il y a une homogénéité et quand on va considérer qu'il y a une hétérogénéité. Alors, c'est la valeur du test voisin de 1. On dit que la variation des résultats est due aux erreurs d'échantillonnage ou bien aux erreurs de mesure. Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque la valeur du test est loin de 1, on dit que la variation des grandeurs d'effet est due aux variables modératrices. C'est-à-dire lorsque le résultat de ce test est loin de 1, on sait très bien qu'il y a des caractéristiques intrinsèques qui ont influencé, qui ont impacté les résultats des études. Donc, automatiquement, dans ce deuxième cas, lorsque le résultat est loin de 1, ce résultat conduit à déterminer l'existence d'éventuels groupes d'études. Donc, on va imaginer ou bien on va supposer qu'il y a des sous-groupes homogènes. C'est-à-dire, si les études sont hétérogènes entre elles, en gros, on peut constituer des sous-groupes qui peuvent être homogènes, c'est-à-dire l'homogénéité existe dans chaque sous-groupe. Cela nous conduit à chercher et à déterminer des variables modératrices. Ce sont ces variables qui nous permettent de constituer des sous-groupes. Donc, on est dans la phase de la recherche des variables modératrices. Alors, quand on va chercher ces variables modératrices, c'est lorsque l'hétérogénéité est mise en évidence, c'est-à-dire lorsque le test de Cochran nous indique qu'il y a une hétérogénéité. C'est-à-dire qu'il faut aller plus loin et chercher les causes et les sources de cette hétérogénéité, c'est-à-dire qu'on doit approfondir la recherche. S'il n'est pas possible d'identifier une tendance centrale par la grandeur d'effet moyenne que nous avons calculée, on peut encore chercher ce qui explique les résultats individuels obtenus par les différents auteurs. Pour cela, c'est-à-dire pour trouver ces causes, pour trouver ces sources, pour déterminer ces variables modératrices, les auteurs et les méta-analystes se basent sur deux méthodologies. Deux démarches sont à la disposition du méta-analyste. Une première méthodologie consiste à réaliser des méta-analyses en sous-groupes, appelées aussi méta-analyse stratifiée. Une seconde méthode qui consiste à régresser les variables supposées modératrices sur la grandeur de l'effet calculé. Donc, nous commençons par cette première méthodologie. Selon cette première approche, les variables potentiellement modératrices sont codées sur la base de justifications théoriques, c'est-à-dire on va constituer des sous-groupes sur la base des justifications théoriques. Donc, il convient de définir a priori un petit nombre de sous-groupes sur la base des variables modératrices, c'est-à-dire sur la base de critères. C'est-à-dire qu'on doit chercher une qualité, un attribut qui ressemble à un certain nombre d'études.
Et cette critère, c'est elle qui nous permet de constituer un sous-groupe. Donc, une interaction se manifestera par des études homogènes au sein d'un sous-groupe. Donc, on va essayer de constituer des sous-groupes et on va reprendre la tâche et le travail dès le début comme si on est en train de chercher une grandeur d'effet moyenne pour chaque sous-groupe. Ça, ce qui concerne la première démarche. Pour, pour la seconde méthode, cette seconde méthode, elle consiste à régresser les différentes variables supposées modératrices sur la grandeur de l'effet standardisé, calculé pour chaque étude. On parle alors, en ce qui concerne la terminologie utilisée ici, on parle de méta-analyse de régression ou tout simplement d'une méta-régression. Donc, il s'agit tout simplement d'estimer un modèle de régression multiple. Donc, nous avons là le modèle de régression multiple. C'est un modèle de régression linéaire qui a cette forme. Elle n'est pas difficile à calculer. Nous avons le YI, c'est la grandeur de l'effet de l'étude. Tout simplement, c'est la grandeur d'effet, c'est le R bar, c'est la grandeur d'effet moyenne que nous avons calculée, c'est la moyenne des R. Nous avons les coefficients alpha 0, alpha 1 jusqu'à alpha pi sont les paramètres à estimer. Donc, alpha représente en quelque sorte la constance qui peut être interprétée ici comme la vraie grandeur d'effet. C'est la vraie grandeur d'effet qui calcule ou bien qui nous indique la tendance centrale. Les XI représentent les variables muettes représentant certaines caractéristiques associées à l'étude. Et nous avons l'epsilon, c'est la perturbation aléatoire. C'est l'erreur du modèle. Je ne sais pas, est-ce que c'est clair ou pas. En fait, Y, comme je viens de dire, c'est la variable à expliquer, c'est la variable expliquée, c'est la variable endogène, c'est la grandeur d'effet que nous essayons d'expliquer à travers des variables modératrices. Ces variables modératrices sont les XI. Je peux donner un exemple là. Par exemple, on cherche à expliquer la productivité du travail par des variables modératrices qui sont par exemple l'augmentation du salaire, c'est X1, la formation, c'est X2, les congés, c'est X3. Donc, on cherche à expliquer cette grandeur d'effet qui est, dans cet exemple, la productivité du travail par des variables modératrices qui peuvent influencer positivement ou négativement cette grandeur d'effet. Alpha, c'est la constante. Alpha 0, c'est une constante, c'est-à-dire en l'absence de ces motivations, il existe un certain niveau de productivité de travail. C'est la constante. Puis on cherche les autres coefficients, c'est-à-dire si on change le salaire, si on augmente le salaire ou bien le niveau de formation, de combien va augmenter la productivité du travail. Et pour l'epsilon, je viens de dire qui représente la perturbation aléatoire, c'est-à-dire c'est l'erreur du modèle qui exprime ou résume l'information manquante. Tout simplement, l'epsilon représente les variables modératrices qui ne sont pas prises en compte dans ce modèle. Donc, il existe d'autres variables qui influencent, je me base sur l'exemple que je viens de citer, il y a d'autres variables qui influencent le niveau de productivité de travail et qui ne sont pas incluses
dans ce modèle. Il y a quelqu'un qui a activé le son. Je vous prie de le désactiver. Donc, c'est ce qui concerne le modèle de régression linéaire multiple qui nous sert à estimer les variables modératrices. Il faut noter à ce niveau qu'on n'est pas en train de tenter d'identifier une tendance centrale. La tendance centrale indiquée par la grandeur des faits, nous l'avons déjà calculée. On n'est pas également en train de tenter ou bien d'identifier une tendance moyenne. On est en train d'identifier ce qui explique que certaines études mettent en évidence des tendances positives, alors que d'autres mettent en évidence des tendances négatives. Donc, pourquoi certaines études affichent des résultats positifs et d'autres études affichent des résultats négatifs? C'est ça l'objectif de ce modèle de régression linéaire multiple. Donc, il s'agit d'examiner l'effet simultané de plusieurs variables modératrices sur la grandeur des faits. C'est ça en réalité, l'objectif de ce modèle. Donc, si nous réussissons à calculer, à identifier les variables modératrices, le problème de tendance centrale est résolu. On arrive à ce stade à expliquer la grandeur des faits, pourquoi certaines études affichent des résultats positifs et pourquoi d'autres affichent des résultats négatifs. Donc, nous avons besoin d'expliquer, de savoir comment présenter les résultats issus de méta-analyse et comment on peut les interpréter. Donc, je me base sur cet exemple. C'est un tableau issu d'une recherche de Koliagos et Laroche. Premièrement, avant de commencer l'interprétation, et il faut savoir que les calculs de méta-analyse produisent plusieurs types de résultats. Nous n'avons pas uniquement un seul résultat, nous avons plusieurs types de résultats. Nous avons estimé une grandeur d'effet moyenne accompagnée de son intervalle de confiance. Nous avons calculé le test d'homogénéité ou bien le test d'hétérogénéité qui évalue si les résultats peuvent être considérés comme similaires ou pas. Nous pouvons également constituer des représentations graphiques à travers les résultats, permettant de mieux visualiser ces résultats. Et le cas échéant, on peut estimer un modèle de régression linéaire, multiple ou bien linéaire simple qui permet d'identifier les éventuelles sources de variation entre les résultats. Donc, nous avons plein de résultats qui doivent présentés correctement et interprétés de la manière qui valorise l'effort du chercheur et l'effort du méta-analyste. Donc, on va se baser sur ce tableau. Les résultats d'une méta-analyse conventionnellement se présentent généralement sous la forme d'un tableau. Le tableau, qu'est-ce qu'il contient? Il comporte premièrement le nombre d'études. On va se concentrer premièrement sur les deux premières colonnes en gras. Nous avons le nombre d'études. Les chercheurs là de Koliagos et Laroche, ils ont mené une étude en 2003 sur l'impact du syndicalisme sur la productivité du travail, c'est-à-dire l'action syndicale, dans quelle mesure il impacte la productivité du travail.
Les deux chercheurs ont réussi à rassembler 73 études relatives à leur sujet de recherche, c'est-à-dire à leur problématique qui est le syndicat et, et la productivité. C'est premièrement. Deuxièmement, on présente la taille de l'échantillon. Si vous vous rappelez de ce qu'on a dit dans le premier webinaire, nous avons dit que la méta-analyse, elle permet aux chercheurs d'augmenter son échantillon et par conséquent élever. Je pense que j'ai un problème en ce qui concerne le temps. Elle m'informe qu'elle va se terminer dans 10 minutes. Je dois supérieur pour supprimer. Ok, je mets à niveau d'abord le temps, puis je continue. Je m'excuse pour ce problème technique. J'espère qu'il ne se termine pas au milieu. Donc, je viens de dire que la méta-analyse nous a permis, ou bien a permis aux chercheurs d'augmenter la taille de l'échantillon et par conséquent la puissance statistique. Donc, c'est le deuxième élément auquel il faut faire attention. Troisièmement, l'estimation de la grandeur des faits. Donc, combinant l'ensemble des données issues, euh, c'est la moyenne des aires. Cette estimation, elle est accompagnée généralement de son intervalle de confiance qui est de 95%, et parfois elle est accompagnée de l'étendue des aires. Donc, comment lire ces résultats? Euh, donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un échantillon complet qui montre des corrélations qui varient entre moins 0,58 à plus 0,47. Nous avons une moyenne de 0,3. Nous avons calculé cette moyenne. Nous avons vu qu'il y a deux méthodes pour calculer la moyenne et l'agrégation des aires des coefficients de corrélation partielle. Nous avons le modèle AFFX. Les chercheurs sont basés sur les deux modèles. Ils ont calculé la moyenne de différentes manières. Donc, en utilisant le modèle à effet fixe et en utilisant le modèle à effet variable ou bien à effet aléatoire. Donc, la moyenne est de plus 0,03. Ce qu'il faut comprendre là, c'est que les 13 études affichent des coefficients de corrélation différents. L'étude qui a affiché un coefficient de corrélation, un coefficient de corrélation le plus bas était de moins 0,58. Et l'étude qui a affiché le coefficient le plus élevé était de plus 0,47 avec une moyenne de 0,03 si on se base sur une moyenne sans pondération. Une moyenne avec la pondération avec effet aléatoire est de 0,04. Nous avons déjà dit qu'il y a que le modèle à effet aléatoire, c'est le plus réaliste et le plus raisonnable par rapport au modèle à effet fixe parce qu'il intègre ce qu'on appelle la variabilité interétudes, c'est-à-dire elle prend en considération les différentes caractéristiques des études. Après avoir calculé cette grandeur d'effet moyen dans l'échantillon d'études,
les auteurs, on passe aux autres colonnes. Les auteurs ont réalisé une méta-analyse stratifiée. Pourquoi réaliser une méta-analyse stratifiée? C'est parce que le test d'homogénéité était nul, c'est-à-dire que l'hypothèse d'homogénéité a été rejetée, c'est-à-dire qu'il y a trop d'hétérogénéité dans les études. Donc, il faut approfondir la recherche et vérifier et déterminer des variables modératrices. Donc, pour le cas de cette étude, les auteurs ont réalisé une méta-analyse stratifiée compte tenu de cette forte hétérogénéité des résultats. L'objectif, c'est quoi? L'objectif est d'identifier les variables contextuelles susceptibles d'agir sur la relation syndicat-productivité. Alors, qu'est-ce qu'ils ont constaté en se basant sur la littérature de leurs études collectées? Et ils ont remarqué qu'il y a une influence du lieu de l'étude. Selon que l'étude soit réalisée aux États-Unis ou bien au Royaume-Uni, il y a une certaine influence. Et également, il y a une certaine influence en passant d'un secteur à l'autre. Et surtout, il y a une certaine particularité du secteur d'activité, le secteur d'activité ou bien le secteur industriel des États-Unis. Donc, la corrélation moyenne pour les études américaines, elle est, on se base sur la moyenne pondérée avec effet aléatoire. Aux États-Unis, il est de plus 0,05, alors qu'il est au Royaume-Uni de moins 0,17. Donc, la variable modératrice du contexte national a réussi de distinguer les études qui ont un effet positif des études qui ont un effet négatif. Cependant, ce qu'il faut remarquer, c'est que les tests ne sont pas statistiquement signifiants. Il n'y a pas, ils ne sont pas significatifs en ce qui concerne la statistique. Donc, on va passer à une deuxième variable modératrice qui est le secteur d'activité. Et on remarque là que la moyenne est de plus 0,1 avec un niveau de confiance. C'est-à-dire que le test est statistiquement significatif. Ça, ce qui concerne la lecture des tableaux et comment interpréter, comment comment utiliser les différents modèles. Également, le tableau démontre la nécessité de se baser sur les tests d'homogénéité pour conclure et pour faire parler la grandeur d'effet moyenne. Est-ce qu'il a une importance? Est-ce qu'il indique vraiment une tendance centrale ou bien les résultats sont hétérogènes, ce qui implique le passage à la détermination des variables modératrices. Donc, il m'affiche qu'il me reste presque une minute. Je m'excuse pour ce problème technique. Je passe rapidement à la conclusion pour ne pas perdre de temps. Donc, nous avons vu que dans ces trois webinaires que la méta-analyse représente un outil relativement récent qui, par rapport aux sciences de gestion, il reste toujours sujet à la critique
surtout lorsque ces utilisateurs ne se conforment pas aux exigences que requiert son application. En fait, il faut dire que chaque étape de la méta-analyse représente une construction dont les bases doivent être clairement énoncées. C'est-à-dire, il faut bien expliquer la méthodologie suivie dans la méta-analyse pour permettre aux chercheurs de comprendre. Oui, exactement. Je viens de lire un message. Je vais essayer de, je vais essayer de publier cette présentation ou bien l'enregistrement pour